bonjour à tous. On va pouvoir se lancer un petit peu. Les personnes sont sûrement encore en train d'arriver en cours de route, mais on va pouvoir se lancer maintenant. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très content de vous accueillir pour cette thématique, cette conférence autour de l'éco-anxiété. Donc, si jamais certains d'entre vous ne me connaissent pas encore, je suis Michael Devilliers. Je suis psychologue et mon travail, que ce soit dans les accompagnements individuels, en formation ou simplement dans des ateliers, est toujours un petit peu axé autour de vraiment la place des émotions. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre en profondeur ce que sont nos émotions, en quoi elles sont ressources, et de pouvoir arrêter de s'en méfier. Parce que souvent, beaucoup de difficultés émotionnelles, beaucoup de troubles émotionnels viennent d'une méfiance en fait, de cette réalité. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis penché sur cette question de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport au concept qui a été vraiment mis en place autour de l'éco-anxiété, c'est que c'est reconnu comme n'étant pas un trouble en soi. L'éco-anxiété, l'anxiété de base est quelque chose qui nous permet de nous adapter, c'est quelque chose qui nous permet de justement passer à l'action. Dans le cas de l'éco-anxiété, c'est justement cette anxiété très spécifique qu'il y a par rapport au changement climatique et aux différentes menaces qui pèsent sur la planète. Et en fait, on reconnaît vraiment que cette inquiétude qui est en train de monter est directement corrélée à des passages à l'action qui sont tout à fait sains et qui sont même très positifs. Seulement, à un certain niveau, il y a un niveau d'intensité qui arrive et à ce moment-là, l'éco-anxiété peut devenir problématique, peut commencer à parasiter la personne et on peut se retrouver dans des situations qui peuvent être parfois très difficiles. L'objectif de cette conférence, ce n'est pas que de parler du trouble d'éco-anxiété, donc c'est vraiment ces personnes qui vont souffrir de cette éco-anxiété, qui se retrouvent vraiment figées là-dedans, qui peuvent avoir des difficultés de concentration, d'investissement dans leur travail ou dans leurs études pour les plus jeunes, certains moments des larmes qui peuvent venir et vraiment cette sensation d'impuissance qui peut être écrasante, mais vraiment de parler de toute cette anxiété plus générale qu'on peut ressentir par rapport à cette situation. Et donc l'idée, c'est vraiment pas de vraiment mettre le projecteur que sur le trouble, mais vraiment de voir la thématique dans son ensemble, pour voir que tout un chacun se retrouve plus ou moins confronté progressivement à cette thématique qui prend de plus en plus de place. Et l'idée, c'est de mieux la comprendre, pour essayer de pouvoir un petit peu s'armer par rapport à ça. Donc voilà, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions dans la discussion si vous le souhaitez. Je les prendrai un peu au fur et à mesure de la présentation ou alors simplement à la fin, on pourra avoir aussi des échanges par rapport à tout ça. Ça va? Donc voici un petit peu le point de départ de cette conférence. Donc ici, ce que je souhaite vous introduire dans un premier temps, c'est de pouvoir vous parler vraiment de la notion de stress. Donc ce qu'est le stress. Okay, on va simplement poser un petit peu les bases de ce qu'on va raconter ici pour pouvoir après construire autour vraiment de cette éco-anxiété plus spécifique. Alors le stress, c'est vraiment une énergie qui permet l'élasticité du quotidien. C'est-à-dire vraiment c'est quelque chose qui nous fournit une énergie à disposition et qui nous permet régulièrement, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie privée, de pouvoir tirer sur la corde. Okay, on va aller chercher des ressources à des moments où on en a peut-être moins ou à des moments où les défis sont vraiment particulièrement élevés, où on a besoin de ces ressources. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Sans le stress, on serait de manière générale peu efficace, on se mettrait très peu en mouvement, donc c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre quotidien. J'en veux pour preuve, par exemple, une des hormones du stress, c'est le cortisol. On en parle très souvent comme étant une hormone problématique parce qu'elle est vraiment à la base de toute une série de difficultés vraiment physiques, médicales, comme aussi des difficultés au niveau plus psychologique. Mais au départ, le cortisol, c'est une hormone qui est circadienne. Ça veut dire quoi, circadienne? Ça veut dire qu'elle évolue en fonction du rythme de la journée. C'est-à-dire que le moment où on a le plus haut niveau de cortisol, le moment où on est donc le plus stressé, c'est le matin au réveil. Et ça montre vraiment le principe même du stress. C'est vraiment une énergie qui monte pour nous mettre en route. Parce que si on n'avait pas ce cortisol le matin, la mise en route, elle nous prendrait plusieurs heures. Ça pourrait être problématique par rapport à ce qu'on a à faire dans la journée. Donc on a quelque chose qui vraiment grimpe directement et autour de 14-15 heures. Souvent c'est le coup de barre de l'après-midi dont on parle par rapport à la digestion, mais pas que. C'est aussi le moment où le cortisol commence à diminuer. D'autres hormones vont prendre le relais jusqu'au soir pour amener petit à petit la détente. Donc on a vraiment quelque chose qui est très bien construit et qui accompagne et qui peut à un moment donné, si vous avez une journée, vous êtes particulièrement fatigué, mais il se passe quelque chose, il y a une urgence, il faut agir, et vous allez pouvoir agir. Okay, donc il y a vraiment ça ouvre vraiment des possibilités en termes d'action qui sont essentielles par rapport à notre vie. Okay, donc ça c'est vraiment le stress, ça permet cette élasticité du quotidien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer sur la corde et de temps en temps évidemment il va falloir pouvoir relâcher cet élastique parce que s'il est toujours tendu, on voit directement ce qui pourrait se passer. Okay, et donc là, ce qu'on va devoir pouvoir définir du coup par rapport à ça, c'est de pouvoir voir un petit peu,
Dans certains cas, le stress est donc positif, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au service de l'action, et d'autres cas où justement ça va être plus compliqué. Dans le bon stress, on a vraiment un boost de la concentration, notre cerveau est alerte, il est vraiment focus sur ce qu'on est en train de faire, et on a vraiment un passage à l'action qui est largement favorisé, et on a aussi des moments où ce stress commence à être vraiment pas sous le contrôle, et on va avoir une dispersion de cette attention, et au contraire, on va avoir notre action qui va se figer, qui va s'éparpiller, qui va se bloquer, enfin quelle que soit la forme, on va avoir ce genre de choses. Et donc, ça va être très intéressant de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais stress. Et il y a une réponse que vous allez trouver très facilement, parce que c'est une réponse qui est vraiment très réputée, très connue, dont on parle très souvent, et qui touche à la notion de courbe du stress. La courbe du stress explique en quoi le stress peut être bon ou mauvais. Je vous présente cette courbe du stress. En fait, la courbe de stress va se baser sur l'intensité du stress. Donc on peut imaginer, vous voyez ici, une sorte un peu de... c'est toujours un très bon réflexe au niveau des émotions de ne pas partir sur est-ce que je suis stressé ou non, est-ce que je suis en colère ou non, est-ce que j'ai peur ou non, donc une sorte de oui-non où il y a finalement deux positions possibles. On part de 0 à 10, à quel point je me sens stressé. Ça, c'est dans toutes les émotions. Gardez ça, c'est toujours quelque chose qui me permet vraiment d'affiner notre compréhension de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, par rapport au stress, la courbe du stress, c'est ça. C'est de pouvoir classer un petit peu, mon niveau de stress, il est où? Et vous voyez, il y a 3 grandes catégories ici qui sont mises. Vraiment un stress très bas, 1, 2, donc c'est-à-dire quasi pas de stress. Un stress très élevé, à 9, 10. Et au milieu, une zone dans laquelle on est entre deux. Et ce qui est expliqué par cette courbe de stress, c'est que en fait, l'efficacité va vraiment varier en fonction de là où on se trouve. Si il n'y a aucun stress, l'efficacité sera très basse. Si on est dans des stress très élevés, elle sera basse également. Et donc, il y a une sorte d'entre-deux à pouvoir trouver. On peut imaginer, pour vous donner un exemple, j'aime bien toujours donner en exemple la situation scolaire des étudiants, des élèves à l'école. S'il n'y a aucun stress, on a affaire à des procrastinateurs. Ils ne sont pas très inquiets. En général, ils ont un coup de boost de stress la veille de l'examen. Mais s'il n'y a pas de stress, ils ne vont jamais passer à l'action, ils ne vont jamais commencer à se concentrer et ils vont avoir une attention qui est vraiment relativement faible. Si le stress est quand même présent, on est autour de 4, 5, 6, 7, on va avoir comme ça un engagement au niveau de la concentration qui est présent. Et en même temps, quand on a des élèves qui sont à 9, 10, qui sont complètement paniqués, le jour de l'examen, ils perdent leurs moyens. Et donc ça explique vraiment la différence entre le bon et le mauvais stress. C'est-à-dire que le bon stress, c'est un stress avec une intensité qui est relativement moyenne. C'est des choses dont on parle aussi par rapport à l'éco-anxiété. On utilise aussi cette grille de lecture parfois pour communiquer autour de l'éco-anxiété, pour expliquer que l'éco-anxiété peut être très bénéfique quand elle se trouve au centre, mais que si elle est trop élevée, on est justement dans des troubles éco-anxieux. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas l'objet unique, vraiment spécifique de cette présentation, mais dont je parle ici aussi. C'est vraiment cette éco-anxiété qui prend tellement de place que là, on a vraiment une situation douloureuse, les personnes sont en souffrance et deviennent totalement inefficaces parce qu'elles n'arrivent plus à se concentrer sur leur travail, sur leurs études ou simplement se retrouvent vraiment avec des symptômes d'anxiété très fortes. Mais maintenant, l'autre côté, c'est le côté indifférent. Si on a des personnes qui n'ont aucun stress par rapport à la situation, en fait, ils s'en fichent un petit peu. Et donc, il ne va pas y avoir de passage à l'action non plus. Et donc, on est vraiment dans cette logique de pouvoir sentir vraiment les enjeux qui se passent par rapport à cette thématique, par rapport vraiment aux menaces qui pèsent sur la planète, et en même temps d'avoir comme ça cet équilibre qui se trouve entre les deux pour trouver vraiment cette implication et ce niveau de stress qui sera pour le coup efficace. Alors, je vous ai présenté ça pour vraiment vous créer un peu le contexte, mais pour moi, dans la manière dont je souhaite travailler cette éco-anxiété, cette vision-là pose 2 problèmes. Il y a 2 limites à ce niveau-là. Elle est juste, c'est-à-dire que c'est ce qu'on peut constater, c'est ce qu'on peut voir concrètement. Mais si on souhaite sortir cette éco-anxiété ou si on souhaite entrer justement dans l'anxiété pour pouvoir passer à l'action, on se retrouve face à certaines difficultés. La première difficulté, c'est par rapport aux personnes qui pourraient être indifférentes. Ah oui, excusez-moi. Et donc oui, j'ai oublié de vous préciser. Donc ce que dit la courbe de stress, vraiment le conseil, ce qui est préconisé par cette courbe de stress, c'est évidemment pour les éco-anxieux de pouvoir se calmer, c'est-à-dire de pouvoir diminuer l'intensité émotionnelle. Ça paraît naturel, je l'avais reprécisé ici. Et donc on était vraiment sur l'éco-anxiété problématique si elle atteint un niveau trop élevé. Donc on va essayer de diminuer ce niveau de stress. Et aussi, ce n'est pas présent dans la courbe, mais si ce stress se maintient de manière continue trop longtemps. Là, le corps se fatigue réellement et donc on se retrouve avec ces difficultés-là. Donc les 2 limites dont je parlais tout à l'heure.
La première limite, c'est par rapport aux personnes qui sont dans cette catégorie plutôt indifférente. C'est-à-dire que les personnes qui pourraient envisager de commencer à s'inquiéter, de commencer à se rendre compte, de commencer à s'informer, de pouvoir ouvrir la porte un petit peu par rapport à tout ce qui se passe au niveau de cette situation planétaire et de cette mise en danger, ce qu'on va leur conseiller du coup, c'est de pouvoir sentir le stress. C'est là qu'il y a cette notion de vision pessimiste qui d'une certaine manière, va être parfois véhiculée par certaines personnes qui communiquent, des lanceurs d'alerte, qui vont d'un seul coup essayer de réveiller les consciences en disant « Attention, là, la situation est dangereuse ». Ça fait longtemps que les gens le disent, ça se dit de plus en plus, et plus la vision semble dangereuse et pessimiste, plus on commence à avoir une anxiété qui est en train de monter. Et donc c'est quelque chose qui va pousser un petit peu les indifférents à rejoindre quand même le parti de ceux qui agissent. La difficulté, c'est que cette courbe de l'anxiété, cette courbe du stress, nous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi de se calmer. Et donc, concrètement, quand on se retrouve face à cette thématique de l'anxiété, on retrouve très souvent une grande ambivalence par rapport à est-ce que j'ouvre la porte au stress ou au contraire est-ce que je le garde sous contrôle. Il y a une tension entre, c'est important de pouvoir sentir parce que sinon on ne se rend pas compte et on va droit dans le mur, être stressé d'un danger et ne pas le sentir et faire comme si tout va bien, c'est aller droit dans la réalisation, dans la matérialisation de ce danger. Mais en même temps, il y a ce calme-toi qui va commencer tout de suite à venir. Attention, ne perds pas le contrôle. Donc c'est important. Et vous allez souvent entendre c'est des choses qui, moi, m'embêtent toujours un petit peu quand on entend les personnes. Voilà, c'est important de pouvoir être stressé, mais pas trop. Je trouve qu'il y a un paradoxe à l'intérieur qui peut rendre les choses compliquées. Okay, donc ça, c'est la première limite que je souhaitais présenter. C'est vraiment cette bagarre qu'il y a entre la vision pessimiste et en même temps aussi des personnes qui se veulent rassurantes pour ne pas faire paniquer les gens. Donc on est vraiment toujours dans cet aller-retour, ok, stress mais pas trop, vas-y, oui mais attention. Et finalement, cette vision-là, je la trouve un peu stressante. Okay, il y a une tension par rapport, il y a une méfiance à nouveau de l'émotion qui est plus problématique. La deuxième limite, c'est par rapport vraiment aux personnes qui sont justement de l'autre côté, qui sont du côté éco-anxieux, où on parle vraiment, donc, ce qu'on préconise, ce que je disais tout à l'heure, on leur dit, il faut pouvoir se calmer. Donc on va proposer des choses comme de la relaxation, de la respiration, de la pleine conscience, différentes approches qui permettent vraiment de réguler cette anxiété pour pouvoir venir à un niveau d'action. Je trouve que, alors à nouveau, ce n'est pas faux, c'est juste qu'il y a une limite dans la mise en pratique que je trouve se pose quand on essaie d'accompagner ça. C'est que concrètement, c'est une stratégie de coping, donc c'est ce qu'on appelle en psychologie stratégie de coping, c'est-à-dire les stratégies pour pouvoir gérer un problème. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir gérer une difficulté? Et il y a deux grands types de stratégies. Il y a les stratégies de coping qui sont centrées sur l'émotion. C'est-à-dire que face à une difficulté, je me concentre sur ce que je suis en train de sentir pour gérer justement toute cette réalité émotionnelle. Et les stratégies de coping centrées sur le stresseur, sur le problème. C'est-à-dire que si vous êtes stressé de rendre des papiers en retard, finalement la meilleure gestion du stress, c'est de s'occuper de ces papiers aujourd'hui. Okay, c'est ça le principe. Et donc, c'est important d'avoir une certaine maîtrise par rapport à l'émotion. Le calme-toi, je ne le retire pas. Par contre, je pense que les personnes qui arrivent à un niveau d'anxiété très élevé ne sont pas seulement des personnes qui doivent se calmer pour revenir dans l'action, ce sont des personnes qui ont besoin d'agir pour pouvoir se calmer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment en action, qu'on peut agir sur une situation stressante, le stress naturellement diminue. Il n'y a plus cette difficulté. Le stress naturellement diminue et on peut commencer à se concentrer sur la difficulté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi vraiment essentiel, c'est de garder vraiment les deux dimensions de l'accompagnement de l'anxiété, qui est les stratégies centrées sur l'émotion et sur les difficultés. Je pourrais vous donner un peu une image de ça. Si on imagine par rapport à des peurs très simples, très archaïques, vous êtes en train de vous balader, il y a un serpent qui arrive à toute vitesse sur vous. Okay, situation de stress, la peur enfle. Là, on est typiquement dans ce genre de situation où commencer à faire de la respiration, de la pleine conscience pour se calmer est finalement tout à fait angoissant. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette situation-là, si vous n'avez pas la possibilité de bouger et que vous voyez à un moment donné la menace arriver, vous allez paniquer, vous allez arriver à 9, 10 sur 10 de stress. Okay, c'est normal. S'il y a un danger et que je ne peux pas agir, que je me sens impuissant par rapport à ça, c'est normal de commencer à avoir des niveaux de stress qui sont extrêmement élevés. Par contre, si je vois le serpent arriver et que je m'enfuis en courant, je vais pouvoir me calmer beaucoup plus vite, naturellement. Et donc je trouve que vraiment c'est très important de pouvoir recentrer l'attention, non pas simplement sur l'éco-anxiété en tant que telle,
parce que quand on parle d'éco-anxiété, il y a des personnes qui peuvent avoir en évocation des personnes qui sont anxieuses. Hein. L'anxiété, c'est ce qu'on peut ressentir quand on est face à des stress, mais c'est aussi l'anxiété de trait, c'est-à-dire des personnalités plus ou moins anxieuses. Et là, on arrive directement dans des jugements, dans des choses qui sont stables dans le temps. C'est toujours un petit peu dangereux pour pouvoir sortir de ces difficultés d'anxiété. Donc pour moi, vraiment, l'action, c'est la priorité pour pouvoir gérer cette éco-anxiété. Et c'est pour ça que ce que je souhaite vous partager, c'est de pouvoir sortir de cette courbe du stress et de rentrer dans la courbe de l'action. Okay, l'action qui va être vraiment comment est-ce que je vais pouvoir, tout en restant connecté aux émotions. Okay, l'idée de l'action, quand je m'enfuis par rapport au serpent, je ne dis pas que j'ai pas peur. Okay, j'ai cette peur et cette peur me donne des ailes, me permet de courir vite et d'éviter la menace. Donc l'émotion est tout à fait présente. Seulement, je l'engouffre dans une action qui me permet de pouvoir m'investir. Okay, ça, c'est vraiment ce que je souhaitais vous proposer. Et donc la courbe de l'action, vous voyez, on retrouve on va reprendre le même visuel, okay, avec ces deux zones. Il y a la zone en bas dans laquelle il ne se passe pas grand-chose, et la zone tout à droite qui est vraiment à un moment avec des niveaux d'anxiété qui figent finalement l'action. Et au milieu, quelque chose qui se passe. Seulement, au niveau de la ligne du bas, donc vraiment l'abscisse, je ne vais pas y mettre l'intensité émotionnelle. C'est pas ça qui va m'intéresser, parce que dans l'intensité émotionnelle, on a quelque chose d'assez paradoxal et de très ambivalent. Ce que je vous propose par rapport à cette courbe de l'action, qu'est-ce qu'on va fixer par rapport à ça? C'est pas en fait entre 0 et 10, c'est plus un continuum entre deux énergies. L'énergie de... Hop là, excusez-moi, j'ai fait deux fois. L'énergie de la raison, c'est-à-dire du mental, et l'énergie de l'émotion. Et l'idée, c'est vraiment, donc c'est l'intelligence émotionnelle. C'est là le cœur de mon travail, c'est ça que je souhaite vraiment travailler, c'est vraiment de pacifier ces deux énergies pour leur permettre de travailler ensemble. Parce que la raison sans émotion est catastrophique et les émotions sans raison sont catastrophiques également. Et donc on retrouve la même chose. Je prends le temps de vous expliquer un petit peu les différentes parties. La raison sans émotion, en fait, ça nous amène à des notions en neurosciences qui sont maintenant assez bien connues et qui sont, qu'on a d'ailleurs diffusées autour de la notion de maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, c'est la capacité de notre mental, plus spécifiquement de notre préfrontal, donc c'est lui qui est vraiment responsable de la planification, de la régulation, de pouvoir vraiment organiser toutes nos actions et de pouvoir réfléchir. On a vraiment toute une série de compétences, on appelle ça les fonctions exécutives, autour vraiment de ce préfrontal. Et en fait, ce préfrontal qui est vraiment nécessaire pour pouvoir s'engager dans une action et pour réfléchir et trouver des solutions nouvelles, c'est aussi lui qui est responsable de la gestion de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de penser à froid, comme on dit. C'est-à-dire notre cerveau a la possibilité de diminuer notre émotion. On peut à tout moment avoir la possibilité vraiment de décider de se calmer. Okay, c'est vraiment le mental qui agit sur l'émotion. La difficulté, c'est que cette raison, elle est extrêmement présente dans notre société et elle est même parfois un petit peu trop, ce qui fait qu'on a très vite tendance à recourir justement à cette raison pour essayer de calmer l'émotion, de gérer l'émotion, de rester maître de soi-même. Si l'intention est louable, le problème c'est que si tout ça devient très automatique, on peut se retrouver à des personnes extrêmement rationnelles qui ont finalement mis de côté l'émotion. Parce qu'elle paraît un peu irrationnelle. Okay, on a toujours quand on dit de quelqu'un qu'il est très rationnel, on a tendance à le voir comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'émotions. Quelqu'un qui est émotionnel, on a tendance à le voir comme quelqu'un qui n'est pas très rationnel. Donc vraiment, c'est toujours cette ambivalence. Et donc, l'excès de raison, c'est aussi prendre le risque de ne plus sentir. Et si on ne sent pas, on ne se rend pas compte que le danger arrive. Là, on rejoint vraiment la courbe du stress qui dit qu'il faut quand même pouvoir sentir le stress pour pouvoir s'investir et s'engager vraiment dans le travail. Okay, donc la raison amène une inaction. Si c'est que la raison pure, on peut se retrouver à justifier tout et n'importe quoi. C'est les émotions qui vont nous permettre de trouver vraiment l'éthique par rapport à nos comportements. De l'autre côté, donc on a la catégorie, donc je prends tout à droite, l'émotion sans raison. L'émotion sans raison, c'est la même chose, ce préfrontal qui serait totalement absent. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler, en psychologie et en neurosciences, c'est très connu, c'est le cas de Phineas Cage, qui a été une des personnes qui a analysé Damasio dans son travail autour des émotions. Phineas Cage, c'est quelqu'un qui travaillait au niveau des chemins de fer, il cassait des énormes rochers pour pouvoir faire passer ensuite les voies de chemin de fer à ce niveau-là. Et lui, il était responsable de faire éclater les rochers. Comment ça se passe? Ils font un petit trou dedans, ils mettent de la poudre, ils mettent du sable par au-dessus pour pouvoir ensuite tasser.
Et après, ils mettent une mèche, etc. et ils allument et le rocher explose. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en fait, dans leur travail, le sable n'a pas été mis. Il a commencé à mettre la poudre. La personne qui devait mettre le sable, elle a été en retard. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le sable ne s'est pas mis. Donc il a pris sa barre de métal, il a mis un grand coup dans le trou, la poudre s'est enflammée et a fait sortir à toute vitesse la barre qui lui a traversé la tête. C'est un cas très impressionnant, très particulier, et surtout c'est ce qui s'est passé après qui est particulier. Donc concrètement, ça lui est rentré par l'œil et c'est ressorti par la tête, il y avait un trou dans sa tête et il est resté conscient. Okay, donc c'est ça qui rend l'exemple en général assez impressionnant. Il est resté tout à fait conscient, il pouvait marcher, bon il n'était pas forcément au top, mais forcément quand même, mais par contre il était encore tout à fait capable d'agir et de réfléchir, de parler, il arrivait encore à dire des choses, il avait survécu. Ce qui s'est passé, c'est que sur le long terme, il y a toute une série de choses qui sont apparues. Donc concrètement, c'est le préfrontal qui a été abîmé, qui a été vraiment touché et dont une partie a disparu. Et donc il n'était plus capable de pouvoir accueillir l'émotion et de pouvoir y réfléchir, de pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe. Il est devenu beaucoup plus proche de ses émotions, avec des comportements impulsifs, parfois violents. Il a perdu c'est une histoire tragique, hein. Il a perdu sa famille, son travail, il a eu une vie vraiment très compliquée, il a fini par mourir d'une crise d'épilepsie. Mais ça nous a permis, et avec d'autres cas à Damasio, de montrer vraiment que la raison, c'est ce qui va permettre d'accueillir l'émotion, de la comprendre et d'en faire quelque chose qui va être utile. L'émotion pure n'a aucun sens. Okay, ce ne serait que des réflexes. Ce serait que des réflexes. Okay, il n'y aurait rien qui pourrait se construire. Et donc quand on est dans des niveaux d'anxiété extrêmement élevés, très souvent le mental n'arrive plus à réfléchir, n'arrive plus à accueillir l'émotion, ne comprend plus ce qui se passe et l'émotion est en train de déborder. Okay, mais plutôt que parler de l'intensité émotionnelle, je préfère parler de l'absence de raison, c'est-à-dire que la raison se retrouve sabotée. Ça va changer dans l'accompagnement. Et enfin, on a entre deux justement le travail qui doit se faire et qui va amener naturellement en fait, l'intensité de l'émotion au bon endroit, c'est la raison et l'émotion. Donc avoir la possibilité de sentir et en même temps de réfléchir et de pouvoir faire des choix, de pouvoir planifier des actions. Okay, ça, c'est ce que je vous présente comme la courbe de l'action, qui permet de partir un peu de la même logique que cette courbe du stress, seulement d'arrêter de mettre le projecteur uniquement sur l'intensité, qui est finalement très faible en termes d'accompagnement, ça ne nous aide pas beaucoup, pour rentrer dans quelque chose qui était vraiment un apprentissage des compétences émotionnelles. Ok ? Alors, par rapport à cette collaboration entre l'émotion et la raison, en fait, Damasio, ce qui est intéressant, c'est qu'il en a parlé vraiment, cette organisation, ce n'est pas une question d'équilibre, il faut avoir autant d'émotions que de raisons ou des choses comme ça, c'est un ajustement qui est très organisationnel, très concret, qui est en fait chronologique. C'est-à-dire que l'émotion, c'est le temps 1, et le mental, la raison, c'est le temps 2. L'émotion nous transmet une information, et elle nous transmet une énergie qui accompagne cette information, et le mental va devoir comprendre. Okay, quand vous sentez quelque chose, si vous êtes à un moment donné en colère, triste, coupable, quel que soit, ou stressé simplement, on ne sait pas tout de suite ce qui se passe. Okay, on a besoin de notre mental pour interpréter, tiens, je suis en train de sentir ça, je regarde autour de moi ce qui est en train de se passer, et j'essaye de pouvoir voir un petit peu, quel a été le déclencheur, et après, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Okay, au final, c'est le mental qui décide de notre vie, c'est lui qui nous amène à prendre des choix. Okay, donc le temps 1, c'est l'émotion. On a besoin de la sentir pour pouvoir avancer de manière pertinente dans notre vie. Le temps 2, c'est justement le mental qui nous permet de traduire tout ça et d'éventuellement organiser, de planifier une action qui sera utile. Okay, alors, je vais vous illustrer un petit peu tout ça à travers les 4 grandes émotions. Ceux qui me connaissent savent que je fais tout ça quasi systématiquement. C'est vraiment de voir donc, la joie, la peur, la colère et la tristesse. Ce sont 4 émotions que nous vivons au quotidien, qui sont des émotions extrêmement ressources à partir du moment où on les comprend. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous les présenter un peu brièvement avec ces 2 temps. 1, l'émotion, qu'est-ce qu'elle dit ? 2, le mental, quel est son rôle à ce moment-là ? Okay, mais la première chose, avant vraiment de comprendre et d'essayer d'agir sur nos émotions et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser, comment on va pouvoir les intégrer à notre quotidien, ce qui va être essentiel, c'est de pouvoir aussi prendre le temps de se recentrer. Et donc, avant de commencer, je vais simplement vous inviter à faire un exercice qui est vraiment l'exercice numéro 1 de l'accompagnement des émotions, parce que ça nous permet un petit peu de calmer le mental et toutes les idées et vraiment cette activation cérébrale qu'on a là pour reconnecter le corps et permettre d'entendre l'émotion, et ça permet aussi au mental de respirer un petit peu. Ce sont les 3 respirations conscientes. Donc je vous invite à les faire maintenant, à simplement prendre
3 respirations conscientes. Ok, on prend juste 2 minutes. Respiration consciente, c'est simplement pouvoir inspirer en restant conscient que nous sommes en train d'inspirer et d'expirer en sachant que vous êtes en train d'expirer. Voilà. C'est une logique de pleine conscience. C'est vraiment de pouvoir être avec, de lâcher un petit peu le contrôle que peut avoir le mental sur justement tout notre vécu, sur nos pensées, sur nos émotions, pour nous permettre d'être avec nous. Et souvent, ça libère de la place. C'est quelque chose à faire vraiment régulièrement. Et donc, je vous propose de commencer le petit tour d'horizon des 4 émotions. L'émotion de la joie, c'est l'émotion, donc c'est une émotion, c'est le fait d'être vivant. Okay, c'est vraiment quand on est vivant de base, c'est l'émotion qui est présente, c'est celle qui nous permet de vivre, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'avoir des perspectives. C'est vraiment l'émotion vraiment de la vie. Et donc concrètement, l'émotion, qu'est-ce qu'elle nous transmet comme message? Elle nous transmet que ce qui se passe ici, ce dont nous sommes témoins, les personnes avec qui nous sommes, ce que nous sommes en train de faire, quelle que soit la situation, ça a du sens. Ça a du sens pour nous et il y a un alignement sur nos valeurs, sur notre identité, sur nos croyances. On est aligné. C'est quelque chose qui est directement, toujours cette image du GPS. Et le mental, quand il reçoit cette émotion, ce qui est important, c'est que l'émotion n'est pas juste une récompense. On n'est pas là simplement pour ah bah félicitations, voilà de la joie. Ça, ce serait une logique très forte dans la consommation, finalement. C'est vraiment de pouvoir se nourrir de joie et d'avoir un maximum de joie, etc. Non, la joie est un outil, comme toutes les autres émotions. Et cet outil, il nous sert à quoi? Il nous sert à réfléchir. C'est-à-dire que dans les émotions positives, notre cerveau est beaucoup plus agile, il est beaucoup plus créatif, il va pouvoir faire des liens plus facilement, il va réfléchir, il va s'amuser en fait. Et quand le cerveau s'amuse, c'est là qu'il prend son plein potentiel. Okay, et il y a toute l'autre dimension qui est vraiment, donc ça c'est vraiment par rapport à soi, et la connexion évidemment à l'autre qui est très importante. Dans la joie, le lien à l'autre est favorisé. Okay, une soirée où on est dans une bonne énergie, on rencontre les gens beaucoup plus facilement que si on y va et qu'on est plombé. Ça paraît évident, mais c'est le rôle vraiment de la joie. C'est vraiment un facilitateur, donc ça vient capitaliser vraiment le sens qu'on est en train de sentir. Okay, ça, c'est pour l'énergie de la joie. L'énergie de la peur est une énergie, par contre, d'anticipation. Elle booste notre alerte. Okay, c'est vraiment le rôle numéro 1 de la peur. Elle booste notre alerte, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, on va avoir notre cerveau qui est directement concentré, qui est en train d'observer tout ce qui se passe pour pouvoir réagir. Okay, elle nous dit attention, il va falloir agir. C'est vraiment l'émotion de l'action. Il suffit de voir d'ailleurs par rapport justement à l'éco-anxiété, c'est parce que la société a de plus en plus peur, on se rapproche de différentes limites de non-retour, il y en a certaines qu'on a déjà franchies, d'autres qui sont en train d'arriver, tout le monde commence à avoir peur et ça y est, là, les gouvernements décrètent l'état d'urgence climatique, il y a des initiatives qui se mettent en place et le truc est en train de gonfler. Le point de départ, ça reste d'abord la peur. C'est vraiment ça qui a été le déclencheur. Donc ça booste notre alerte, ça nous donne une énergie d'action et mentalement, ça nous permet d'anticiper les difficultés. En fait, la peur est un acte d'imagination, il crée des scénarios de ce qui pourrait se passer. C'est du conditionnel. La peur ne nous dit pas ce qui va se passer. C'est pas parce qu'on a peur de la fin de la planète et de vraiment d'arriver à un stade de non-retour que ça va arriver. C'est juste, tiens, ça risque d'arriver. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Donc la peur, son rôle est vraiment de pouvoir repérer qu'est-ce qui risque de se passer. Okay, c'est toujours cet acte d'anticipation. La colère, ensuite, est une énergie de changement, de mouvement, d'investissement. Ça nous signale directement qu'un système de valeurs a été bafoué. On est vraiment dans quelque chose quelque chose d'important pour moi n'est pas là, ou est refusé, est bloqué. Et on a cette énergie qui est en train de monter, c'est une émotion extrêmement énergétique aussi, qui nous aide à faire exister nos valeurs à l'extérieur. Que ce soit, et c'est là que le mental va prendre le relais, que ce soit pour communiquer. Donc j'ai besoin de dire, on a l'énergie d'aller communiquer, d'aller dialoguer. La colère, c'est de la communication, mais aussi de s'engager dans l'action. C'est-à-dire vraiment cette énergie d'amener un changement, de pouvoir, là évidemment sur l'éco-anxiété, vous pouvez faire directement le lien, la colère est un fort moteur de changement. Okay, et enfin, la dernière émotion, l'émotion de la tristesse, qui nous signale aussi que le système de valeurs est bafoué, mais vous l'avez peut-être vu dans la slide précédente par rapport à la colère. Dans la colère, la situation est sous notre contrôle. Okay, on peut agir. On peut agir. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui bloque et que je peux faire quelque chose, la colère, elle est extrêmement présente et extrêmement utile pour nous amener pour amener ce changement. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas sous notre contrôle. On ne sait rien y faire. C'est compliqué.
Et donc, dans cette difficulté-là, la colère n'a plus vraiment de place. Si on reste dans la colère à ce moment-là, on va se retrouver dans quelque chose qui ressemble plus à de la rage qu'à de la colère. Okay, ça peut être très violent, ça peut être très difficile à gérer, ça peut être vraiment très compliqué. C'est la tristesse qui prend le relais. Parce que ce n'est pas sous notre contrôle. Quand on a vécu un échec, quand on vit un deuil, quand à un moment donné quelque chose se passe qui n'est pas de notre ressort, qui est du ressort de l'autre, on peut être déçu simplement. Okay, ça signale à nouveau la même chose, mais sur des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et donc le cerveau a aussi sa place, le mental arrive toujours dans un deuxième temps, et son travail, c'est un travail d'introspection, justement. C'est un moment vraiment de reconnexion par rapport à son système de valeurs, pour réactualiser les valeurs importantes, pour pouvoir retrouver sa place. On a besoin de reconstruire. Okay, et la meilleure manière de reconstruire, c'est de revenir au centre, revenir sur ce qui est le plus important. Et donc dans l'émotion de la tristesse, c'est une émotion essentielle. Dans l'éco-anxiété, elle peut être présente aussi. Des gens qui sont vraiment touchés de ce qui se passe, de à quel point la planète va être maltraitée, à quel point l'humanité a du mal à fonctionner ensemble. Tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment rendre triste. À ce moment-là, si cette émotion est présente, le rôle du mental, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur, de sentir qu'est-ce qui me touche exactement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qui a été bafoué à ce moment-là, et permettre de trouver sa place. Et donc c'est là qu'il y a une notion de transformation importante dans l'émotion de la tristesse, c'est de pouvoir trouver sa place par rapport à ce qui est en train de se passer. Okay, donc c'est une émotion extrêmement saine, et en règle générale, si on peut la traverser, en général, les gens l'ont beaucoup plus en tête par rapport au deuil, c'est-à-dire que le deuil, quand on le fait, à un moment donné, la vie revient. Il y a vraiment ce retour de la vie. C'est la même chose par rapport à l'action. Si à un moment donné, vous êtes dans cette tristesse par rapport à l'ampleur de ce qui se passe, par rapport à l'impuissance que vous pouvez ressentir par rapport à tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, si vous permettez de vivre cette tristesse, à un moment donné, vous allez commencer à voir une lueur, c'est sur quoi je vais pouvoir agir. Parce que ces valeurs, par contre, je ne peux pas les lâcher. Okay, dans la tristesse, je me sens touché, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et très souvent, des personnes qui traversent... l'exemple de Greta Thunberg était intéressant aussi à ce niveau-là. Le début de son engagement a été vraiment une période de dépression. Vraiment, quand elle a pris conscience de ce qui se passait, elle s'est retrouvée vraiment dévastée par ce qui s'est passé. Et à un moment donné, à l'intérieur de ça, elle a ressenti cette vocation de pouvoir s'engager. Aujourd'hui, c'était plutôt le moteur de la colère qui est présent chez elle, et ça a amené quand même pas mal de communication, ça a amené pas mal de... Elle est devenue porte-parole de toute une génération, mais donc le point de départ, ça a été vraiment d'avoir été touché très profondément par ce qui se passe. Ok ? Et donc voilà, sur le deuxième chapitre, on a commencé sur le stress, la place, comment on peut se positionner par rapport à ce stress, et là je viens de parler des émotions qui nous permettent de passer à l'action. Il y a un dernier chapitre que je souhaite aborder, parce que c'est quelque chose de très spécifique par rapport à l'éco-anxiété, c'est vraiment la sensation d'impuissance. La situation est tellement vaste, les conséquences sont tellement graves sur le long terme, elles sont tellement graves qu'on a du mal même, en tout cas moi j'ai du mal à me projeter dans une situation critique, un scénario négatif, tellement ça paraît difficile. Et surtout, les passages à l'action doivent se jouer vraiment au niveau collectif, au niveau aussi des gouvernements, des personnes en charge des décisions. Donc il y a des choses qui, au niveau de tout un chacun, peuvent paraître tout à fait dérisoires. Okay, et donc il y a cette sensation d'impuissance. La difficulté de l'impuissance, si elle n'est pas vécue de manière saine, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'impuissance, c'est quelque chose qui est présent dans la tristesse. Okay, la tristesse nous permet de faire le deuil de ce sur quoi on aurait pu agir pour trouver la place où on va pouvoir agir. Si on n'est pas dans l'accueil de l'émotion, si on est dans la méfiance, notamment parce que l'éco-anxiété, attention, etc., pas trop de stress, tout ce qu'on a pu discuter avant, une autre émotion risque de prendre le relais. Et l'émotion qui risque de prendre le relais, c'est l'émotion de la culpabilité. Se sentir responsable et impuissant peut clairement conduire à ça. Et le problème de la culpabilité, c'est qu'elle nous maintient dans l'impuissance. C'est contrairement... Pourquoi j'en parle pas dans les émotions de base, les émotions vraiment, donc la peur, la colère, la tristesse et la joie, pourquoi je ne mets pas la culpabilité dedans? Parce que les 4 émotions de base, quand on va dedans, qu'on les accueille, qu'on les laisse faire leur travail et qu'on travaille dessus, il y a quelque chose de très sain qui amène naturellement de l'évolution. La culpabilité, quand on rentre dedans, ça ne fait que maintenir une situation dans laquelle on se retire de l'action. Okay, c'est quelque chose qui ne nous permet pas de nous mettre en mouvement. Le seul mouvement qu'on peut avoir par rapport à la culpabilité, c'est de lutter contre l'émotion. C'est de refuser cette culpabilité pour trouver sa propre responsabilité. Et donc la culpabilité a quelque chose de très pervers en termes d'émotion, parce qu'elle peut vraiment nous coincer, et je souhaitais prendre un petit temps pour parler plus spécifiquement de cette émotion-là. J'ai travaillé autour de Alain Crespel, ce qu'il a construit autour des 8 types de culpabilité.
Je ne vais pas vous présenter les 8 types de culpabilité, j'en ai pris ce qui me paraissait pertinent par rapport à la thématique. Par rapport à la thématique, ici, on va se retrouver avec 3 sources de culpabilité importantes. La première, c'est l'hyper-responsabilité. L'hyper-responsabilité, c'est quoi? C'est en fait cette culpabilité qui naît de la multitude de sujets sur lesquels il faudrait agir. Donc ça, c'est ce qu'on peut sentir quand on regarde trop les infos. Okay, quand on voit tout ce qui se passe, alors là en plus on a une guerre qui est venue aux frontières, quand on regarde un petit peu en France on a l'extrême droite qui arrive au 2e tour, etc. Donc on peut avoir la situation sociale, enfin bref, si on commence à regarder tout ce qui se passe, et même simplement pour la planète, on se demande par où il faut commencer. Okay, il y a quelque chose qui part dans tous les sens et dans lequel la grosse difficulté, c'est qu'à la fin, notre rapport par rapport aux situations qui nécessitent un investissement, qui nécessitent une action, on commence à créer une sorte d'amalgame de tout ça. Tout ça se forme un tout indifférencié. C'est ça qui est important, c'est que c'est indifférencié, c'est qu'on sent que le monde va mal. Okay, c'est quelque chose de très vaste et qui fait qu'on ne se sent pas bien. La seule chose pour sortir de ça en général, c'est de commencer à rentrer dans la plainte ou dans le reproche, mais il n'y a pas d'action par rapport à ça. Il y a trop d'informations, okay, il y a trop de choses sur lesquelles agir. Et donc, par rapport à cette thématique, donc vraiment, c'est là qu'il va falloir pouvoir sortir de cette culpabilité, parce que la culpabilité de sentir, ok, il y a tellement de choses à faire, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, voilà, on est vraiment dans cette difficulté-là. Il va falloir choisir, en fait, ce sur quoi on va agir. Et par rapport à cette action, ce que je vous propose, en fait, c'est de pouvoir trouver, si on reste sur les émotions, de connecter quelles sont vos envies. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, parce qu'on est dans une situation tellement dans l'urgence, tellement dans la difficulté, c'est des choses qui sont très prenantes, qui peuvent être même douloureuses, d'aller chercher l'envie dans ce cadre-là, ça peut être très compliqué. Et pourtant, c'est quand même le défi. Le défi, c'est de pouvoir retrouver, ok, dans quoi moi, personnellement, j'ai envie de m'investir. On ne peut pas attaquer tous les sujets personnellement. Chacun a une place. Quels sont vos systèmes de valeurs? Quelles sont vos croyances et quelles sont vos compétences? Quel est votre réseau? Où est-ce que j'ai envie de m'investir? Okay, et l'envie va connecter la joie. Et comme je vous ai dit, la peur, en tout cas la gestion des émotions négatives, nous permet d'anticiper les situations négatives. Donc vous vous souvenez que la peur crée des scénarios hypothétiques pour pouvoir mieux réagir, mais la peur ne donne pas les solutions. Ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on va s'en sortir. La peur nous dit juste, attention, sois alerte, il se passe quelque chose, on va avoir besoin d'agir. Si on doit trouver un autre mode de fonctionnement, et Dieu sait que cette thématique de l'éco-anxiété nous amène vraiment sur un changement profond de nos modes de vie. Donc on va devoir être créatif là pour le coup. On doit aller chercher d'autres choses. La créativité, ce n'est pas le propre de la peur, c'est le propre de la joie. Et donc c'est essentiel. La responsabilité face à l'hyper-responsabilité, donc à la culpabilité de « il y en a trop », ça part dans tous les sens, c'est de pouvoir prendre la responsabilité de sa place. Et sa place, c'est dans la joie. Être responsable, c'est d'être capable de connecter la joie, même dans cette thématique-là, pour savoir où j'ai envie d'aller. Vous avez besoin de votre GPS pour pouvoir avancer. Et donc voilà la première culpabilité que je souhaitais vous amener, celle qui est née de cette hyper-responsabilité. On est responsable de tout. Non. Seulement de ce sur quoi vous pouvez agir, parce que ça vous rend heureux justement d'agir là-dessus. Notez que c'est ce que je suis en train de faire. L'éco-anxiété m'a touché. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de construire des contenus et de les transmettre. C'est ce que j'ai fait. Et donc ici, j'essaie de pouvoir développer des accompagnements pour pouvoir accompagner d'autres personnes justement dans l'accompagnement de ces émotions. Okay, quelle est votre envie? Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Okay, même si l'origine, le point de départ, c'est une situation anxiogène. D'accord? C'est vraiment... Donc, on a besoin de notre diversité émotionnelle. La seconde culpabilité dont je souhaitais vous parler, c'est celle de la société de contrôle. Donc la culpabilité est une émotion sociale, on ne se sentirait pas coupable si on était seul au monde, c'est souvent le regard de l'extérieur. Et le problème, c'est qu'en situation de crise, on a pu le vivre aussi ici pendant la pandémie, on est là tous à vivre la même crise, il y a une tendance à aller chercher une augmentation du contrôle, okay, contrôle des gouvernements, contrôle des pouvoirs, et la population a besoin de ça. Il y a vraiment ce besoin d'aller suivre un mouvement qui va pouvoir contrôler ce qui est en train de se passer et pouvoir poser des règles, pouvoir poser des obligations, etc. Et donc cette société de contrôle, ce qu'elle peut amener, c'est une culpabilité quand on commence à prendre un chemin différent.
Okay, c'est vraiment la possibilité d'avoir un avis, de pouvoir avoir un débat. Quelque chose qui a été souvent pointé du doigt pendant la crise de la pandémie, c'est qu'à un moment donné, il y avait une certaine bien-pensance qui était en train de se mettre en place et le débat n'était pas toujours présent. Il pouvait l'être sur certains médias, mais très souvent, il y avait quelque chose qui était toujours un petit peu dans la même manière d'exprimer, quelque chose qui pouvait être culpabilisant. Vous voyez tout le grand débat qu'il y avait sur les vaccins, les anti-vax comme on dit, mais aussi les personnes qui ne souhaitaient pas se vacciner. Je ne suis pas du tout en train de rentrer dans la thématique ici, mais ça montrait vraiment la situation, à quel point elle pouvait devenir extrêmement tendue par rapport à ça. Et donc ça peut générer une certaine culpabilité. Et donc par rapport à cette culpabilité-là, comment est-ce qu'on va pouvoir la transformer en quelque chose? C'est vraiment cette permission d'être différent, tout en gardant, j'aurais dû la rajouter d'ailleurs dans la slide, tout en gardant l'appartenance. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi à vous transmettre aussi, c'est que cette notion d'appartenance est très importante quand on touche à la transition. Parce qu'il y a quelque chose qui est très présent quand on regarde vraiment les mouvements autour de la transition, quand on regarde des festivals, quand on regarde des lieux qui sont vraiment très actifs depuis le début par rapport à ça. Il y a une culture d'appartenance qui est là. Il y a comme une communauté qui se crée par rapport à ça. Cette communauté, elle a été très importante parce qu'elle a permis de résister au regard de la société. Des personnes qui, aujourd'hui, ça commence à rentrer un petit peu chez tout le monde parce qu'on en parle de plus en plus, mais pour les premières personnes qui ont commencé à agir autour de cette transition, vraiment la possibilité de faire des choix différents était très vite jugée, ridiculisée, ou même pouvait générer de l'agressivité. Et donc, on a tout de suite ce besoin d'appartenance qui arrive. Faire un choix différent, c'est une chose, mais il y a cette appartenance qui est là. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant que ces initiatives de transition vont devoir se généraliser, il va falloir pouvoir travailler cette différence tout en gardant cette appartenance à l'humanité partagée. Okay, donc il y a quelque chose à ce niveau-là aussi à pouvoir travailler, c'est vraiment de pouvoir se permettre d'être différent tout en restant en contact avec chacun. Et donc à la fois s'investir dans des objets de transition, pourquoi pas, mais je sais que pour vous partager, moi les premières fois où j'ai été confronté à des personnes et surtout à des événements autour de la transition, il y avait un style vestimentaire, il y avait une manière de parler, il y avait quelque chose qui était directement présent et je me sentais un petit peu faire tâche. Et donc le problème de ça, c'est que justement au niveau de la diffusion, du coup, la transition reste sur une poignée de personnes. Et donc comment est-ce qu'on peut aussi communiquer vers l'extérieur? C'est quelque chose d'essentiel pour les personnes qui sont déjà investies là-dedans, d'avoir cet apprentissage de comment généraliser vraiment ces initiatives. Et donc ça touche à cette deuxième culpabilité qui est plus dans le rapport vraiment à la norme et finalement à la bien-pensance et à la société de contrôle qu'il peut y avoir. Et enfin, la dernière que je souhaitais vous parler, c'était le complexe du survivant. Donc le complexe du survivant, c'est vraiment le fait que les premières personnes touchées par cette transition et les difficultés autour du réchauffement climatique et toutes les autres thématiques qui touchent vraiment à cette transition, c'est pas nous, c'est directement les pays du Sud qui sont même pas responsables de ce réchauffement climatique. Et donc ça génère évidemment une énorme culpabilité parce qu'on est du côté des chanceux. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Et donc ici, en fait, l'idée, c'est que face à ce complexe du survivant génère une dette psychologique. On a la sensation d'être redevable. C'est quelque chose qu'on retrouve chez toute personne qui, à un moment donné, vit un trauma, qui lui s'en est sorti alors que d'autres personnes ne s'en sont pas sorties. Il y a une sorte de dette par rapport à ceux qui n'ont pas pu bénéficier de ça. Et donc psychologiquement, si on veut pouvoir sortir de cette culpabilité, ce n'est pas en la contrôlant, ce n'est pas en diminuant le niveau d'anxiété que cette culpabilité peut générer, c'est en permettant de pouvoir régler cette dette. Et comment on peut régler cette dette? En contribuant. Et on n'est pas obligé de contribuer directement à la personne lésée. Ce qui compte, c'est de pouvoir, dans le cadre du système général, c'est-à-dire notre société, par rapport à notre planète, etc., de pouvoir agir et de contribuer. Et on revient à nouveau sur cette courbe de l'action. Si on se sent, on est dans cette culpabilité, c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre sa place et d'essayer de pouvoir, en tout cas, même si on n'est pas directement responsable, on fait partie d'un système qui est responsable et on doit contribuer par rapport à ça. Okay. Et voilà qui clôture un petit peu vraiment ce contenu que je souhaitais vous apporter, cette réflexion en tout cas autour de l'éco-anxiété, autour des émotions et autour de l'utilisation de cette éco-anxiété pour passer à l'action. Ce n'est que dans la diversité émotionnelle qu'on pourra avoir des actions bénéfiques, créatives, vraiment humaines, éthiques et en même temps aussi vraiment avec cette réflexion pour pouvoir trouver des nouvelles solutions. Donc c'est vraiment en pouvant travailler vraiment l'émotion
et la raison, vraiment les deux ensemble, qu'on va pouvoir petit à petit contribuer, agir, s'investir et on verra de quoi est fait l'avenir, mais au moins on aura fait notre part. Ok. Avant de vous laisser avec ce contenu, je vais vous expliquer un petit peu, en tout cas, cette conférence que je suis en train de donner. Il y aura un replay qui sera accessible, donc certaines personnes sont peut-être en train de regarder en replay, mais parce que c'est le premier temps de l'accompagnement. Je souhaite vraiment développer, donc ça c'est vraiment ma part de contribution, c'est de développer un accompagnement pour permettre vraiment de rentrer dans cette éco-anxiété, de pouvoir la traverser et de pouvoir aller jusqu'à cette action, justement, jusqu'à cet investissement, jusqu'à cette contribution à cette transition plus générale de notre société. Et donc par rapport à ça, je souhaite amener cet accompagnement qui se fait en 3 temps, et donc ce sont des choses qui vont se mettre en place dans les temps à venir. Il y a ce premier temps qui est en fait la conférence. Donc cette conférence, c'est pas simplement aujourd'hui, je souhaitais vraiment, c'est une conférence qui se trouvera sur mon site, que je mettrai à disposition librement, parce que la première étape, cette sensibilisation, ce qui est essentiel, et je souhaite vraiment vous expliquer ce que je suis en train de faire ici, en quoi pour moi c'est une contribution, c'est que je travaille cette méfiance de la réalité émotionnelle. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe, parce que naturellement, on est toujours avec des visions comme dans la courbe du stress, et attention, pas trop d'émotions, sinon on risque de... Et cette méfiance génère du stress, génère de la méfiance, et on ne fait que perdre du temps. Et donc cette première étape, c'est vraiment une compréhension en profondeur pour pacifier le rapport aux émotions et lui permettre, non pas de prendre le pouvoir, mais de pouvoir rencontrer la raison et travailler en synergie. D'accord? Donc ça, c'est le premier temps, c'est cette sensibilisation. J'ai toujours fonctionné comme ça et donc cette conférence, elle est là pour ça. Le deuxième temps, je suis en train de travailler dessus et sera bientôt disponible, c'est de pouvoir développer les compétences émotionnelles nécessaires. Parce que c'est pas le tout de sortir d'ici, vous avez la sensation peut-être apaisante de pouvoir se rendre compte que les émotions sont finalement quelque chose de très ressource et qu'il y a quelque chose dans l'humanité qui est positif. Souvent, c'est des choses comme ça quand on commence à connecter l'émotion. Mais après, concrètement, comment est-ce que je vais l'amener si demain je me sens en colère, si demain je me sens impuissant, si demain je me sens dévasté par la réalité ou si j'ai peur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc ce travail des compétences émotionnelles, c'est vraiment la possibilité de pouvoir accueillir l'émotion. Quand je dis accueillir l'émotion, c'est pas simplement être bienveillant et dire « ah bienvenue à l'émotion », c'est de pouvoir aller sentir l'émotion. C'est pas toujours évident. Pour beaucoup de gens, sentir l'émotion, ils ne sentent pas l'émotion. Tout ce qu'ils sentent, c'est le stress que génère l'émotion. Et donc ils ne sont pas sûrs, est-ce qu'ils ont peur, est-ce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils sont tristes, est-ce qu'ils sont coupables, est-ce qu'ils sont honteux. Ils ne savent pas trop, c'est un amalgame à nouveau émotionnel. Et tout ça génère de l'anxiété. L'idée c'est de pouvoir accueillir, c'est-à-dire vraiment rentrer à l'intérieur pour identifier qu'est-ce qui est en train de se passer. D'autant plus que l'éco-anxiété est une thématique vraiment sur le long terme. Si vous traversez la rue, vous manquez de vous faire renverser, vous avez peur, on est en train de parler d'un quart d'heure, 20 minutes où la peur va être encore dans votre corps. L'éco-anxiété, c'est une transition pour les années et les décennies à venir. Donc c'est une thématique très long terme dans laquelle on va vivre beaucoup d'émotions et dans laquelle on va traverser beaucoup de choses. Donc c'est vraiment pouvoir accueillir cette émotion. Ça, c'est le premier temps de l'accompagnement. Le deuxième, c'est de pouvoir justement, donc on était dans le premier temps de l'émotion, de pouvoir l'écouter, l'entendre. Et le deuxième, c'est de pouvoir traduire son message. Comprendre ce qu'il me dit sur moi, sur ma place, sur ma contribution éventuelle, et d'utiliser surtout, et c'est là que j'aime beaucoup travailler, d'utiliser l'énergie émotionnelle, l'énergie de la joie, l'énergie de vie de la joie, l'énergie d'anticipation de la peur, l'énergie de changement de la colère et l'énergie d'introspection et de retour à soi, de reconstruction de la tristesse, utiliser cette énergie concrètement pour poser des actions, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer dans sa propre vie. Et ça, c'est vraiment le propre de ce travail que je souhaite accompagner dans les compétences émotionnelles, c'est vraiment ce circuit-là. C'est vraiment pouvoir identifier ce que je sens et les traduire directement. Tout ça se fera avec un parcours dans un premier temps pour permettre une diffusion quand la personne le souhaite, ne pas attendre des dates, etc. Il y aura un parcours e-learning asynchrone qui va se construire, qui se construit déjà, qui va se clôturer par rapport à ça. Et en fait, l'idée, c'est, donc vous voyez ici dans les sous-catégories, il y a ce parcours asynchrone qui va permettre vraiment de développer, de comprendre et d'acquérir des outils concrets pour gérer les émotions et pour les utiliser. Mais aussi la plasticité cérébrale, c'est quoi? C'est en fait le fait que c'est pas simplement transmettre des connaissances sur les émotions. La conférence suffit. On est en train de parler de compétences émotionnelles. Et les compétences, pour qu'elles s'installent, elles doivent s'exercer. Et donc, ce parcours e-learning aura quelque chose qui s'installe sur le long terme. Okay, il y aura une base qui sera là de transmission, des outils, etc. Et puis après, une série d'accompagnements qui se feront de manière plus régulière. Vous recevrez un mail avec des exercices, avec des vidéos à revoir, qui permettent de compléter et d'installer en fait l'installation de ces compétences dans le long terme.
Okay, pendant plusieurs semaines, vous aurez toute une série de choses pour vraiment petit à petit permettre au cerveau de créer les différentes connexions justement de dialogue entre l'émotion et le mental. Okay, créer des habitudes. C'est que comme ça que les compétences émotionnelles peuvent se développer. C'est très difficile d'amener les compétences émotionnelles sur un atelier de 2 jours et après c'est fini. Très souvent, il y a énormément de choses qui se perdent. Ici, il y aura cette répétition pour permettre cette installation. Et évidemment, je suis toujours disponible pour des suivis individuels quand on ouvre la porte des émotions. Parfois, on a besoin d'un soutien aussi plus spécifique par rapport à des choses qui peuvent émerger, même si, soyons bien clairs, on n'est pas en train de parler de thérapie ici, c'est vraiment pas l'objectif, mais ça peut être la porte d'entrée, donc ça, c'est des choses qui peuvent être nécessaires. Et enfin, le troisième temps, là, ce sont des ateliers autour vraiment de pouvoir trouver des solutions, et là, on est vraiment sur la construction, la mise en projet utilisée. Donc ça se fera sous format d'atelier, donc avec plusieurs personnes pour pouvoir bénéficier de l'intelligence collective, c'est-à-dire pouvoir s'inspirer les uns les autres, vraiment des workshops ou des rencontres qui peuvent se faire où chacun travaille sur son propre projet, mais bénéficie de l'intelligence collective à ce niveau-là. Et donc tout ça sera construit autour du voyage du héros. Pour ceux qui ont été sur mon site, vous avez peut-être vu l'information à ce niveau-là. Le voyage du héros, c'est quoi? C'est en fait une structure qui a été identifiée à travers toutes les grandes histoires du monde. C'est Joseph Campbell qui a fait ce travail-là, d'essayer d'analyser, de voir, tiens, mais toutes ces grandes histoires, les mythes, les légendes, la tradition orale, etc., est-ce qu'il n'y a pas une structure commune? Et cette structure, il l'a trouvée, c'est la structure en 3 actes. Je construis toutes mes conférences, mes interventions de cette manière-là. Mais en fait, ça touche à quelque chose de très archétypal, qui est vraiment le fait de pouvoir vivre une transformation intérieure et extérieure. Le héros, donc c'est pas au sens Marvel, c'est le héros dans le sens le héros d'une histoire, le protagoniste principal, qui va s'engager dans une histoire, dans un projet. Les entrepreneurs connaissent bien cette énergie-là, c'est vraiment ce saut dans le vide, cette série d'épreuves qui n'arrêtent pas de s'enchaîner jusqu'à un moment donné un résultat, et ce résultat, il n'est pas que extérieur, il est aussi intérieur. Et dans cette structure, il y a quelque chose qui inconsciemment est crédible. Et donc j'ai réutilisé cette structure-là pour construire un accompagnement vraiment autour des émotions et du mental toujours, mais dans cette idée de pouvoir avancer dans une aventure, avancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, et comment est-ce qu'on va pouvoir avancer par rapport à ça. Utiliser la joie pour générer des idées, utiliser la peur pour justement permettre d'éviter les premiers échecs directement à la première porte venue qu'on va se prendre sur le nez, etc., etc. Donc on est vraiment sur l'utilisation de ces émotions, mais dans cette structure-là. Et donc ça, c'est vraiment voilà, le fil conducteur que je construis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur le premier temps, vous êtes en première ligne pour le découvrir. C'est cette conférence pour sensibiliser, développer les compétences émotionnelles qui vont être utiles dans un 3e temps pour pouvoir vraiment construire des nouveaux projets. Et donc tout ça va se décliner aussi sur des accompagnements plus collectifs, ça peut être dans des écoles, ça peut être sur le milieu du travail. On retrouve la même logique, les mêmes 3 temps, mais ça va se décliner différemment. La sensibilisation, ça reste la conférence. Les compétences émotionnelles, ce qui est très important, donc si on est dans une école, si on est au milieu du travail, c'est de pouvoir former et coacher les personnes ressources, parce que c'est grâce à elles, donc les personnes ressources, ça peut être un enseignant, ça peut être un manager, ça peut être un directeur, quel que soit en fait le type d'institution, le type de collectif, c'est d'avoir une personne qui va pouvoir intégrer ces compétences émotionnelles pour les faire exister vraiment au niveau du collectif. On a besoin d'une personne qui peut diffuser ça, parce que c'est comme ça que vraiment cette répétition et cette installation de l'intelligence émotionnelle collective va pouvoir s'installer. Il faut des personnes qui soient ressources à ce niveau-là. Et donc là, ici, c'est un projet plus spécifique par rapport au collectif, c'est la formation plus poussée de certaines personnes ressources. Et après, à nouveau, de pouvoir mettre en place des différents workshops où, dans cette même logique, c'est peut-être moins structuré selon le voyage du héros, mais en tout cas, cette même logique d'accompagnement de projet, de réflexion ensemble, à travers les outils qui ont été développés dans les compétences émotionnelles. Et donc voilà ce que je souhaite un petit peu transmettre par rapport à cette éco-anxiété, cette thématique que je suis en train de travailler, dans laquelle je me concentre énormément en ce moment et sur laquelle je vais continuer à travailler dans les jours à venir. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais donc voilà, je reste encore présent si vous le souhaitez par rapport à ça. Si vous devez y aller, il est déjà 21h, je vous souhaite une très belle soirée, un très bel accompagnement et de toute façon à très bientôt pour avancer par rapport à ces thématiques et pour pouvoir un peu réfléchir et essayer de trouver un peu notre place dans toutes ces transitions. Je vous souhaite une très belle soirée en tout cas, une belle continuation et je vous dis à très bientôt alors. Ça va ? Au revoir, je reste présent sur le chat, mais donc ici je vais pouvoir clôturer cette séance. Au revoir, bonne soirée.